Bonjour à toutes et à tous, je suis absolument ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Garage, le magazine de tous les moteurs de watch que j'ai le plaisir de présenter avec monsieur Driss Abdi. Salut, j'aime beaucoup ton t-shirt, tes cerises me font envie. La cerise, voilà. La cerise, très jolie. Ouais. Le Garage, c'est aussi 24h sur 24 sur le site watch.tv et via les podcasts sur iTunes, c'est gratuit. Vous nous suivez également sur les réseaux sociaux avec le hashtag Le Garage TV. Au sommaire cette semaine, eh bien, figurez-vous, toujours pas de SUV. C'est bizarre. Ouais, c'est fort, bizarre. Hein. Non, pas de SUV, mais deux engins que tout oppose finalement. À commencer par le Peugeot Rifter. Vous pensiez que le Ludospace ne résisterait pas à la vague SUV. Eh bien, c'est plutôt le contraire. Le segment se porte plutôt bien et le leader européen s'appelle Peugeot. Pour essayer de comprendre pourquoi, nous prendrons le volant de ce tout nouveau Rifter et puis pour finir la saison en beauté, nous ferons sonner les trompettes d'échappement de la Honda Civic Type R ou quand la voiture de papa devient méchante. Voilà, nous sommes allés l'essayer dans la belle région du Pays Basque. Et pour nous apporter toutes les lumières cette semaine, monsieur Nico Eder avec nous sur ce plateau. Le Spotlight. Ouais, je suis au top. Spotlight, pourquoi Spotlight? Shiny. Ouais. C'est shiny, ouais, c'est très joli aussi. Voilà, le Garage ouvre ses portes, à tout de suite. Voilà, on va commencer sans plus attendre par un Ludospace et on se demandait en l'essayant si le vrai luxe justement aujourd'hui c'était pas ce genre de voiture un petit peu atypique tel le Ludospace, donc le Peugeot Rifter qui est donc la nouvelle génération de ce qu'était avant le Partner. C'est tout de suite à l'essai dans le garage. Une fois n'est pas coutume, on va essayer aujourd'hui dans le garage un Ludospace. Le Ludospace, c'est ce segment qui a été plus ou moins inauguré, en France pas inauguré, mais popularisé par le Renault Kangoo il y a de ça quand même quelques années. On est ici à bord du nouveau Peugeot Rifter. Tran, salut. Salut Alexandre. Alors Tran, il y a une chose qui frappe immédiatement sur cette voiture, aussi bien de l'extérieur que d'intérieur d'ailleurs, c'est la montée en gamme qu'a voulu lui donner Peugeot, soit par des artifices de design, soit par des vrais équipements de confort et de sécurité dignes des segments supérieurs. On sent que Peugeot est vraiment en plein renouvellement et qu'il essaye de susciter plus d'intérêt à ses produits un peu historiques comme le Partner Tipeee, donc qui change de nom à cette occasion, qui devient le Rifter. Et là on est vraiment à mi-chemin entre un Ludospace, un Monospace et un SUV. Surtout esthétiquement à l'extérieur, ça se voit dès le premier coup d'œil. Ouais, il y a le côté un peu baroudeur qu'on veut donner aux voitures qui ne sont pas des SUV en fait. Alors, on les rehausse un petit peu, on leur met des élargisseurs d'ailes, des garde-boue, des choses comme ça. Et hop, ça leur donne un petit côté baroudeur qui plaît aux gens en fait. Les gens achètent ça. Ça lui réussit bien, sans forcément la dénaturer. Alors, cette voiture est très vaste. Il y a vraiment beaucoup de place. C'est vraiment... Si vous avez une famille, à mon avis, c'est le genre de voiture, faut pas la montrer à vos enfants si vous voulez pas conduire un Ludospace, parce qu'ils vont le vouloir. Il y a des rangements absolument partout, il y en a au-dessus, en dessous, derrière. Enfin voilà, il y a, je crois, 28 rangements et presque 200 litres de rangement à l'intérieur. Dans les 180, je sais plus, mais enfin, de toute façon, il y en a partout. Donc si vous égarez quelque chose dans la voiture, attendez-vous à devoir le chercher. Et il y a donc également, je le disais, beaucoup d'équipements dignes des segments supérieurs. Alors, il y a toutes les aides à la conduite qu'on peut imaginer, aussi bien l'aide au maintien en ligne, le freinage d'urgence, il y a le régulateur adaptatif, il y a tout. On a l'impression d'être dans une berline et ça c'est assez nouveau pour le segment aussi. Il y a un grand écran tactile. Peugeot a même mis le iCockpit comme sur une 208, une 308, un 3008, le petit volant là, vous l'avez sur un Ludospace. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait vouloir de plus dans une voiture finalement que ça, Tran, hein, c'est assez étonnant. C'est vrai que je pense que ça doit répondre aux besoins des gens qui roulent en Ludospace, donc d'avoir beaucoup de rangements. Moi, ce que j'apprécie, c'est la luminosité. On a un très grand toit en verre qui va jusqu'au fond avec des rangements,
Bon, là il fait jour, mais la nuit apparemment il y a un éclairage d'ambiance ici. Ouais, dans la rampe centrale, ouais. Voilà, et qui fait office de rangement également. Ouais. Alors, j'espère que ça va pas faire trop attrape-poussière non plus. Hein. Moi, je veux bien des petits insectes venir se glisser là-dedans. Et pour aller les sortir, je pense que c'est pas si simple que ça non plus. Je sais pas comment ça se nettoie, mais bon, j'imagine qu'il doit y avoir une solution. Mais donc du coup, je sais pas trop quoi trouver comme défaut à ce genre de voiture, parce que évidemment, c'est pas dynamique comme une berline, mais c'est en même temps pas fait pour. Et cependant, ça reste une voiture très sûre. Le toucher de route, je disais, est vraiment très agréable. Avec le petit volant, on a une sensation de conduite qui est vraiment sympa. La tenue de route est bonne, ça s'écrase pas complètement dans les virages, même s'il y a un débattement de suspension qui est un petit peu plus important évidemment que sur une berline, ou même que sur ses cousins que sont le Combo Life chez Opel ou le Berlingo chez Citroën. Voilà, honnêtement, si on veut une petite voiture ludique, et c'est ce qu'on attend dans Ludospace, moi je pense que voilà, c'est un bon choix. Je sais pas ce que tu en penses, Tran. Oui, je la trouve très confortable en tout cas. Après en passager, je trouve que les sièges manquent un peu de maintien latéral. Mais bon, c'est ce qui se fait sur ce segment. Hein. Après, il faut pas trop lui en demander. Les matériaux sont très basiques, mais bien ajustés, les finitions sont bonnes. Alors, on va conclure par le prix, parce qu'on parlait de montée en gamme. Et là, on se rend compte quand même que ça se paye tout ça. On démarre à 23 000 € avec un Ludospace, donc pour aller au-delà de 30 000 sur les versions GT les mieux motorisées. C'est peut-être un petit peu cher, mais en même temps, dans le segment, je pense que c'est une offre un petit peu à part, donc ça peut se justifier aussi. Voilà, vous l'avez pas essayé, vous le Rifter, vous savez pas ce que vous avez perdu. Hein. Ouais, c'est dingue. mais ça a l'air pas mal, hein. Je te dis, ça a l'air pas mal, mais c'est cher. Hein. Attends, là, ce que je viens d'entendre, là, c'est un Ludospace quand même. On parle de 23 000 €, on parle d'un véhicule utilitaire adapté. Ouais. Donc c'est vrai qu'en soi, au premier abord, c'est un peu cher. Maintenant, il est vrai que Peugeot a mis beaucoup d'équipements dans la voiture. Ouais. Il y a une stratégie de montée en gamme chez Peugeot, on l'a vu dans l'émission récemment avec la 508. Il y a une vraie stratégie de montée en gamme. Il faut savoir que en Europe, la cible de ce genre de voiture, c'est le Caddy Life de Volkswagen. Ouais. Parce que si Peugeot est leader sur le segment utilitaire fourgonnette avec son partenaire, actuellement, au niveau donc des Ludospace, c'est Volkswagen qui est numéro 1. Ouais. C'est pas rien, c'est plus de l'ensemble des Ludospace, c'est plus de 320 000 ventes par an, donc en Europe, hein, bien sûr. Le Caddy Life, c'est pas de mémoire. Le Caddy Life n'est pas donné. Non, il n'est pas donné non plus. Et donc voilà, comme la stratégie de Peugeot, c'est de monter en gamme, s'attaquer à VV, c'est finalement assez cohérent. Ouais. Ils ont une voiture qui est bien dans son époque, hein, elle est super équipée. En tout cas, dans cette version GT Line, pardon, qu'on essaye là, il y a vraiment tout. Au niveau des assistances à la conduite, c'est assez étonnant. C'est une tendance générale, hein, de toute manière. Là, je voyais le Berlingo de Citroën, c'est pareil, hein, en termes d'équipement, ils ont mis la totale. Le Berlingo, d'ailleurs, en Europe, se vend plus que le partenaire. Donc Peugeot, sa deuxième cible, c'est son propre cousin. Et puis après, il y a le cousin de chez Opel, le Combo Life, que je pense qu'on pourra essayer à la rentrée, qui va arriver un peu plus tard. Et le Kangoo, finalement, c'est un de ceux qui se vendent le moins en Europe. Hein, c'est 34 000 ventes. Je me suis intéressé aux chiffres, on le fait pas trop d'habitude, mais parce que ils m'ont surpris ces chiffres-là. Je pensais que le Ludospace n'avait pas si bien résisté que ça au SUV. Et c'est plutôt le contraire. Tout ça, ça continue à se vendre et même à monter en vente. Hein. Parce que c'est peut-être moins cher aussi que beaucoup de voitures aujourd'hui. Tu vois, les compacts et tout, tout augmente sans arrêt. Donc à un moment donné, est-ce qu'on trouve pas des solutions plus intéressantes sur des voitures à 25 000 qui sont bien équipées et qui ne ressemblent pas forcément à une Dacia Alors voilà, comme je le dis dans le sujet, quand on est père de famille, même d'une grande famille, hein, parce que on peut se laisser tenter par ce genre de voiture. Finalement, on met tout dedans, parce que contrairement au SUV, où une fois qu'on a rempli tous les sièges, il y a parfois plus beaucoup de place pour mettre les bagages. Là, il en reste. Il y a des rangements absolument partout dans la voiture. C'est assez impressionnant.
Et donc, comme je dis, si vous avez des enfants et que vous voulez pas conduire un Ludospace, ne leur montrez pas cette voiture parce qu'ils la voudront, c'est sûr. On ne peut qu'adorer ce genre de voiture quand on est gamin. En plus, derrière, il y a les tablettes, il y a maintenant une clim séparée pour l'arrière. Donc c'est vraiment super équipé. C'est vous voyez, et ce petit qu'on voit à l'image là, la vitre arrière qui s'ouvre séparément, c'est une option, mais ça aussi c'est super pratique pour charger des trucs longs. On voit toujours des images de voitures avec la planche de surf. Et ben là, on peut vraiment, pour de vrai, mettre une planche de surf et fermer le coffre. Je serais content, Wesley. Ah ouais, écoute. Non, mais c'est vrai que pour les aspects pratiques, il n'y a pas... C'est top. Voilà. Bon, après, il y a d'autres aspects. Esthétiquement, est-ce que tu as envie de rouler là-dedans tous les jours? Écoute, quand tu es à l'intérieur, tu la vois pas. Voilà. Enfin, moi, ça me va. J'ai passé l'âge des pompes à feu. Voilà. J'étais surpris par le Kangoo. Moi, j'ai essayé le Kangoo récemment. C'était vraiment... cas particulier, mais j'ai trouvé, en ville, ça a changé, ça a évolué, c'est moins tapu. Non, j'achète pas forcément, mais c'est grand, c'est pratique, on met plein de trucs dedans. Oui, c'est vrai, bien sûr. C'est bien. Ouais. Voilà, c'est le but. Et c'est confortable. Bien, vous savez que depuis le 1er juillet, il y a une petite blague. Bref, on est obligé maintenant de baisser sa vitesse sur les routes secondaires en France. On est passé de 90 et 80. Et alors, pourquoi je vous parle de ça? Parce que ça, on a déjà argumenté des heures et des heures un peu partout sur le sujet. Non, c'était pour revenir sur un des arguments de la sécurité qui concernait les distances de freinage. Il se trouve qu'il n'y a pas très très longtemps, on est allé essayer un pneu pour SUV. Alors, on va quand même parler de SUV, tiens. On est allé essayer un pneu pour SUV, c'est le Goodyear Eagle F1 asymétrique 3 SUV. Alors c'est pour les SUV un peu costaud, hein. Type comme on va le voir à l'image, un Range Rover Velar, Alfa Stelvio, enfin voilà, c'est pour des SUV qui ont des chevaux et qui ont besoin de tenir la route. Et alors, figurez-vous qu'on a fait des tests de freinage avec ce SUV. Benjamin, c'est les images suivantes, si tu veux, on peut les montrer. On a fait donc des tests de freinage et on va d'abord parler des tests de freinage de la sécurité. Alors voilà comment ça se passe, un test de freinage. C'est fait de façon scientifique. On part donc sur une piste. Alors ici, l'aire de freinage est mouillée, vous voyez, hein, il y a une pellicule d'eau dessus de 2-3 mm d'eau. On arrive aux alentours de 90 km/h, on met le pied dedans et puis la distance de freinage est enregistrée par GPS entre 80 et 0. Donc c'est pour ça qu'on arrive au-dessus, c'est pour être sûr d'avoir le 80, on arrive à 0. Et alors la distance, je sais pas si, il faudrait zoomer un peu l'image, mais qui s'affiche là, c'est autour de 37-38 mètres. Avec un SUV de 2 tonnes sur une route détrempée. La sécurité routière nous explique... quand même, SUV de 2 tonnes, c'est beaucoup plus que la plupart des voitures. La sécurité routière nous explique qu'en roulant à 80, il faut 35 mètres pour s'arrêter avec un Renault Captur sur une piste sèche. Alors, je veux bien qu'on explique qu'on veut, mais en fait, non. Avec un Renault Captur, il faut beaucoup moins que 35 mètres pour s'arrêter sur une piste sèche. Et avec un Range Rover de 2 tonnes, il faut aussi beaucoup moins que 35 mètres pour s'arrêter sur piste sèche. Ce qui est dramatique, c'est qu'on nous met des spots radio depuis quelques semaines non-stop. On essaie de faire rentrer ça dans la tête des gens, alors que c'est totalement faux. C'est de la propagande et c'est assez scandaleux, en fait. Alors, on peut argumenter autant qu'on veut sur les 80 et les 90, c'est pas le problème. Très bien, la loi est passée, on la respectera, c'est pas le souci. Mais pourquoi l'amener avec des arguments bidons? C'est juste ça ma question. C'est dommage, parce que c'est pas un bon argument. Avec de la fausse science. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que la sécurité routière base ses calculs non pas sur des mesures réelles, mais sur une vitesse de décélération de 7 mètres secondes carrés, qui est une vitesse de décélération qui date des voitures des années 70. Voilà. Aujourd'hui, une auto... ça freine plutôt à 10, 11, parfois même plus mètres secondes carrés, donc c'est quasiment deux fois plus fort. Voilà. C'est juste ce qu'il faut retenir. N'ayez pas peur. Il vous faudra pas 35 mètres pour vous arrêter avec une voiture moderne en roulant à 80. Il faudra beaucoup moins, et heureusement. Voilà. Et heureusement, Et heureusement, donc... ne faites pas les fous pour autant, mais n'ayez pas peur de votre auto et faites un essai un jour, vous verrez. C'est bien de savoir comment sa voiture freine d'ailleurs. Ça freine très fort. Il y a des assistants au freinage d'urgence justement qui intensifient le freinage quand on n'est pas assez, de pédales de lent, quand on n'en voit pas assez. Ça existe sur toutes les voitures, sur les 106, les 200, enfin les 108, etc. Sur toutes les voitures on a ça de série. Donc faut aller. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que sur ces technologies de pneus telles qu'on les a essayées là,
Ce sont des pneus premium, donc qui sont un peu plus chers que les autres, mais c'est pas pour rien que les pneus premium sont plus chers, parce qu'il y a de la vraie recherche et développement dedans, et que quand on freine avec des pneus comme ça, ben on voit l'image là sur la petite animation, les petits cubes qu'on voit sur le pneu vont s'élargir, s'aplatir au moment du freinage, ce qui fait que l'empreinte au sol va augmenter. Et si l'empreinte au sol augmente, la distance de freinage réduit. Donc ça fait aussi partie des choses qui font que tout le monde n'est pas égal devant la vitesse de freinage, devant la puissance de freinage. Ça dépend aussi des pneus. Si vous avez un pneu dégueulasse, que vous roulez à 80, vous freinerez moins bien que quelqu'un qui a des pneus propres qui roulent plus vite. Voilà, c'est ça aussi qu'il faut savoir. Pour finir la saison, je vous propose de changer carrément de sujet. On freine pas. Là, celui qui freine, c'est un lâche. On va freiner très tard. On va freiner très tard. On va essayer une berline radicale, la nouvelle génération de Civic Type R. Alors, elle est sortie il y a quelques mois déjà, mais on n'avait pas encore eu l'occasion de passer le sujet. Et on s'est dit que c'était bien de finir en beauté. Donc, Benjamin, quand tu veux, on envoie l'essai de la Civic Type R. Nico, c'est quoi cette pompe à feu? Alors ça s'appelle une Honda Civic Type R, s'il vous plaît. Ouais, c'est donc le modèle sportif de la petite Civic, si je puis dire. Ouais, le Type R, ça existe depuis, à ma connaissance, depuis l'Integra Type R qui date de 2099. C'était une voiture totalement japonaise, un coupé complètement dingue avec un énorme aileron. Alors, voilà, genre, dans le genre de ça. Complètement dingue avec un look. Alors pour le coup, on passe pas inaperçu avec ça, on peut vous le garantir. Et puis l'aileron, tu peux. Il est encore plus gros. Dessus, hein. On est dans c'est Fast and Furious Tokyo Drift, tu vois, dans le genre hyper boosté visuellement. En fait, on retrouve un peu le look d'une voiture qui existait chez Honda. C'était l'Accord. C'était une berline à l'époque, il y a à peu près une bonne quinzaine d'années. Et il y avait une version Type R sur cet Accord qui faisait 220 chevaux, avec un aileron sympa aussi. Et là, on retrouve un peu l'esprit, c'est assez marrant. Puis surtout, on retrouve la taille, parce que finalement, on a quand même une berline qui est une vraie berline. Et puis, on n'est plus du tout dans la compacte. Donc, on avec un très grand coffre, hein, ça fait la remarque. C'est sympa, il y a beaucoup de place à l'arrière. La Civic a totalement changé en fait. On est vraiment sur quelque chose de plus grand, de plus spacieux, de plus confortable aussi, plus routier. Et là, on a quelque chose de totalement dingue. Alors totalement dingue déjà dans le look, hein, comme on vient de le dire. Mais bon, il y a quand même, c'est pas que du tape à l'œil, hein. C'est vraiment un truc de dingue. Il y a pas mal de chevaux. On a un moteur turbo qui envoie très très fort. Ça peut le dire. Honnêtement, il prend plus de 7000 tours. Hein. Je crois qu'il coupe un peu au-delà de 7000, ce qui pour un moteur turbo est plutôt sympa. La boîte de vitesse, rien que le pommeau, ça me rappelle notre Honda, c'est la S2000. D'ailleurs, toutes les Type R avaient ça. Petit pommeau en aluminium en rond comme ça, c'est un vrai joystick très sympa. Il y a du son, il y a de l'ambiance, c'est vraiment cool. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est le grip qu'il peut y avoir sur la voiture. C'est-à-dire qu'on est parti de l'aéroport de Biarritz, les routes sont trempées. Et il y a un grip sur le train avant qui est assez extraordinaire. Ils ont vraiment beaucoup bossé là-dessus, Honda. C'est vrai que la direction, on en parlait tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est très agréable, c'est très ferme et c'est hyper efficace comme véhicule. Hein. Ça donne envie. Alors c'est un peu le syndrome de la voiture. Où on se dit tiens l'aileron c'est un peu tape à l'œil, un peu tchatchos. On a tendance même à se dire tiens allez que de la gueule, et en fait on a juste envie de se marrer avec. C'est-à-dire que on prend le volant, on sent la direction, on voit la réaction de la voiture, le freinage et tout, on se dit mais voilà, c'est que du bonheur. C'est un peu un truc qu'on retrouve peut-être sur une Porsche quand on a premier tour de roue. On a envie de s'éclater tout de suite parce qu'on se sent à l'aise. Et là on a ça. Alors c'est une traction, ça n'a rien à voir avec une Porsche, mais on se sent bien, on se sent très très à l'aise. Alors justement, en parlant de Porsche, quelles sont les concurrentes de cette Honda Civic Type R? Alors il n'y a pas de Porsche évidemment, hein, mais par contre on va aller sur la Peugeot 308 GTI, on va aller sur la Mégane RS qui sort très bientôt. On va aller sur quoi d'autre? On va aller sur des Léon, justement Cupra qui sont pas mal. Et vite on est plus proche d'une Léon parce qu'en fait en taille finalement c'est grand. C'est quand même grand une Civic aujourd'hui. Donc moi je dirais sur une Léon ST, Cupra, tu vois les breaks Léon qui sont assez sympas d'ailleurs, c'est une super auto. On est face à des autos comme ça. Beaucoup plus exubérante. Hein. C'est ça,
C'est-à-dire qu'une Lyon n'assumera peut-être pas forcément son côté sportif en termes de look. Elle est sage, elle est hyper sage. Mais c'est voulu en même temps, c'est la voiture un peu... c'est la voiture de papa, break et tout, mais ça nous va très bien, voiture de papa discrète, alors qu'on peut allumer, on est très bien, on est en plein dans la cible. Là, c'est vrai qu'il faut assumer le look, hein. On peut pas enlever l'aileron, hein. C'est comme ça, c'est livré comme ça. Ces arrêts très acérés. Ah ouais, il y a les appendices de partout, c'est vraiment... la sortie, l'échappement à l'arrière avec le diffuseur, ces 3 échappements, c'est monstrueux. Ça annonce la couleur d'emblée. Ça annonce la couleur, c'est voulu. Voilà, je pense qu'il faut assumer une voiture comme ça visuellement. Après, voilà, ça fait du son tout le temps. Attends, là on est en mode confort, hein. On va te mettre un mode sport. Ah non, là t'es en mode R, là ça va être permissif, tu peux y aller. Non, je pense que ça agit sur la suspension, ça agit sur pas mal d'éléments, moteur, direction et tout, donc c'est bien qu'il y ait plusieurs modes, sachant qu'en mode confort, on retrouve quasiment le niveau de confort de la Civic normale, et ça c'est plutôt important quand on veut avoir justement une vie normale de temps en temps avec une pompe à feu pareil, quoi. Et effectivement, sur la caméra, ça doit se voir qu'on est légèrement secoué, c'est un peu normal. Là, on est sur un machin, sur un revêtement qui est... c'est ce qu'il y a de pire. C'est ce qu'il y a de pire en monde, on va dire. Voilà. Donc, non, mais franchement, je trouve que c'est... là, je suis assez bluffé par le traitement de la voiture globalement. Moi j'achète, hein. J'achète. Voilà, attends, Si, j'achète. C'est le mot de la fin, donc ouais, toi tu achètes. Même pas de question, on parle pas de prix, tu fais le chèque. Hein. Ouais, on s'en fout. Non, mais franchement, c'est un coup de cœur en fait. Donc, je me fiche pas de savoir le tarif, évidemment. Je pense qu'on doit approcher les 40 000, ce qui reste une somme, mais en même temps, on regarde les autres, on est là-dessus. Hein. Faut pas, voilà, on n'est pas plus cher que les autres. Je crois même qu'elle est un peu moins chère que la concurrence. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une voiture qui soit quand même confortable, de la place à l'arrière, un coffre et qui offre. Elle est polyvalente. Voilà, qui offre des sensations et un plaisir de conduite exceptionnel. Et là, on est vraiment dans une voiture exceptionnelle. C'est dingue. On est sur quelque chose d'extraordinaire. On a compris, un gros coup de cœur de Nico très bien. Cette Honda Civic Type R. Bon, on va quand même essayer sur circuit avant de l'acheter. Parce que si ça se trouve sur circuit, c'est une merguez. Ah ouais, on va savoir. On va voir ce que ça vaut. Allez, on y va. C'est parti pour le circuit. Ça a donné quoi le barbecue après alors? C'est pas une merguez. Non, c'était pas une merguez sur le circuit. Je peux dire que le circuit était trempé. C'était. Le circuit de Pornos, hein, pour être clair. Endroit. Et un circuit très glissant, très amusant. Un peu vallonné. Et qui pour le coup est capable de bien mettre en valeur les qualités d'une voiture parce que comme tu dis, ça glisse c'est une piste très très glissante même quand elle est sèche. Donc, mais c'est voilà, elle est hyper efficace. C'est très simple comme comportement. Et le prix, on s'en fout. De toute façon, on travaille à la télé, on est blindé, hein, c'est connu. Hein. On est gavé de thunes. Donc je veux dire, on peut l'acheter. Hein. Non, mais honnêtement, elle est plutôt bien placée globalement. Ça sert bien, voilà. Pour ça, j'achète. Toi qui connais bien Honda, Type R, c'est un peu la vraie essence de Honda. Hein. C'est une marque de motoriste, c'est une marque de. Il y a un look japonais, mais il n'y a pas de compromis dans cette auto. C'est moche, à la limite, on s'en fiche. Ouais. C'est vrai, voilà. Je dirais pas que c'est moche, moi. C'est clivant, c'est très clivant. Ouais. On aime, on n'aime pas. Mais tu regardes une Mégane RS à côté, c'est un plus sobre. Ah ouais, le truc, c'est tout gentil maintenant. Voilà, surtout Renault, maintenant, les dernières RS, ça devient tellement. Mais là, elle porte sur son physique le fait que c'est une voiture qui est capable d'être méchante. Ouais, voilà. C'est l'idée. Mais c'est bien. Hein. C'est bien. Et puis, alors, je faisais référence justement à l'Accord Type R qui était en 99-2000 qui faisait 220 chevaux et à l'époque on avait pareil la Honda Accord qui était une berline d'ailleurs qui ressemblait un peu à ça parce que du coup on a quasiment les mêmes tailles. L'Accord c'était quasiment une des voitures les plus vendues au monde, une des berlines aux US déjà, je crois que c'était une des voitures la plus vendue aux US à l'époque et en fait voilà on avait ce côté un aileron, enfin une gueule pas possible, c'était tape-cul, tu roulais sur un mégot de cigarette, tu le sentais, enfin c'était ça quoi, c'est le truc radical à fond. Et je trouve que Honda garde cet esprit-là. Il y a en plus une sonorité qui est intéressante parce qu'avant il y avait les moteurs atmosphériques, le fameux VTEC qui prenait 7, 8 000, 9 000 tours sur la S2000 notamment. C'était extraordinaire d'avoir des sons comme ça avec des 4 cylindres, c'était sympa. Comme les motos. Exactement. Et ça, c'est vraiment leur spécialité. Et on garde un peu cet esprit-là, même si Honda se lance dans l'hybride, même si on va sur l'électrique, même si on est très écolo chez Honda aussi, ils gardent ce côté-là et heureusement. Quoi, c'est bien. On parlait d'efficacité, il faut juste pour la petite histoire rappeler que
Cette auto, elle a battu son propre record sur le Nürburgring, puisque la génération précédente le faisait à peu près en 7,50, hein, la boucle nord Nürburgring. Celle-ci le fait en 7,43, c'est le record de la catégorie. Ouais. Après, on pourra toujours gloser en disant qu'elle avait des pneus, pas de série ou je ne sais quoi. Il n'empêche que ça montre un petit peu les qualités de la voiture, c'est un peu le juge de paix, ce circuit. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, il y a de ça quelques jours, il y a une autre voiture, alors on va pas la montrer parce qu'on n'a pas les images, mais qui a roulé très très fort sur le Nürburgring. C'est juste pour mettre un peu en perspective les capacités physiques des voitures. C'est la Porsche 919 hybride, celle qui courait au Mans, une évolution de cette voiture qui a fait le Nürburgring en 5 minutes 19. C'est pas beaucoup. C'est le record absolu, ça. C'est le record absolu. Elle a en fait pulvérisé le record d'une ancienne Porsche qui datait de 35 ans, c'était la 956C et qui tournait en 6.11. C'était le record absolu. Personne n'avait osé s'attaquer à ce record. Et sur une voiture de série, je crois que c'était Radical, la marque Radical qui était à 6.24. C'est possible. Grand n'importe quoi. La McLaren P1, pour donner juste une idée, elle est en dessous de 7 minutes. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ils ont fait ce que le sub-7 pour le tour, ils sont contents, mais ils n'ont pas dit combien. Mais ils doivent être à 58, 6,58. Je vous engage à chercher sur YouTube les images de cette Porsche 919 hybride sur Nürburgring. On a vraiment l'impression que la voiture défie les lois de la physique, c'est impressionnant. Déjà, regardez le tour de la Honda Civic Type R et ensuite regardez celui de la 919, vous allez voir, c'est deux mondes complètement différents et pourtant avec la Type R, il va déjà très très vite. Entre les deux, vous pouvez vous faire la P1, c'est pas mal aussi, hein, parce que c'est un très très beau film qui a été fait à l'époque d'ailleurs. Donc voilà, douce et dure à la fois. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, Driss, sur cette voiture? Tu l'achètes toi ou pas alors? C'est bientôt mon anniversaire, donc si tu veux être sympa. Moi, c'est avant toi. C'est bientôt. C'est très très bientôt. Le principal, j'ai pas envie de dire défaut, mais voilà, la caractéristique de cette voiture, c'est vraiment son look. Ouais. Tu passes pas inaperçu, donc bon, si tu arrives à passer outre ou si tu apprécies ce design-là, c'est go, quoi, parce qu'en termes de conduite, comme le disait Nico, c'est extrêmement confortable, c'est une voiture de tous les jours. C'est spacieux, c'est confortable. Tu veux l'emmener à Manicourt ou aller sur circuit et t'éclater, vas-y, bingo. Puis ça passe, ça reste une traction. Faire passer plus de 300 chevaux sur un train avant aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui savent le faire. Hein. Ford a su le faire à une époque, etc. Là, ça passe bien. Tout le monde ne sait pas faire ça, à ce niveau-là. Voilà. On a aimé quoi, si t'avais pas compris. Moi aussi j'ai bien aimé cette voiture, je suis assez client aussi. On va finir avec un bouquin, tiens, Nico. Non, laisse-le là, parce que la caméra est juste au-dessus de toi, mais elle vise là. Donc c'est toi qui vas avoir l'honneur de le feuilleter. C'est un bouquin, figure-toi, sur les voitures chinoises. Donc c'est écrit par Jonathan Waknin, aux éditions Complicité, ça vaut 25 €. Et alors ça retrace 100 ans de présence automobile en Chine. Ouais, et de copies aussi. Descends-le un petit peu, un peu plus près de toi, à côté du micro carrément. Ça parle de tout en fait, donc évidemment de l'arrivée de l'automobile en Chine. Alors c'était les constructeurs européens qui vendaient là-bas d'abord, et puis ensuite il y a évidemment les constructeurs chinois qui se sont beaucoup inspirés, on va dire, pour certains des constructeurs européens. On en voit quelques-unes par endroit, c'est pas mal. Hein, alors parfois c'est assez étonnant parce que en fait ce sont des copies officielles, c'est-à-dire que les constructeurs européens ont donné leur accord. On voit notamment sur une Nissan Leaf ou des choses comme ça. Et puis parfois c'est des copies, on va dire, un petit peu osées, où en fait il y a que on va dire le design qui est proche, parce qu'au niveau des prestations dynamiques, on en était loin. Maintenant, on rigole beaucoup moins avec l'automobile chinoise. C'est le premier marché au monde. Ils sont devenus assez forts en termes de production automobile. Messieurs, je vais vous souhaiter un bon été. Puisque ce sera le mot de la fin. Donc il me reste à vous remercier tous de nous avoir suivis. Merci donc Nico, merci Driss pour cette saison ensemble, merci à Benjamin à la réalisation également. On se retrouve très très vite pour une nouvelle émission, et en attendant, bon été, n'oubliez pas les rediffs et les replays, parlez-en à vos amis, salut à tous. Essayez de rouler à 80 aussi. Et rouler à 80. Essayez. Et freiner. Ouais, ça fera super bien, c'est top.